TVT au cœur de l'information. Le président de la République, Faure Sozimna Gnassingbé, a pris part ce jour à la 59e session ordinaire de la CEDEAO à Accra, au Ghana. Plusieurs questions étaient au cœur des discussions, entre autres sécuritaires, sanitaires et économiques. L'actualité ce samedi 19 juin est aussi marquée par la journée internationale de lutte contre la drépanocytose, maladie génétique la plus répandue mais méconnue du grand public. Au Togo, plusieurs activités sont au programme pour la circonstance. Elle est pratique et intemporelle, la célèbre sandale en plastique Méduse fête ses 115 ans. La Méduse est née juste après la Deuxième Guerre mondiale. Pour la petite histoire de la sandale souple et transparente, c'est une marque française qui se vend un peu partout dans le monde. Et c'est à suivre en fin de journal. Voilà pour les titres. Bonsoir à toutes et à tous. Le chef de l'État, Faure Sozimna Gnassingbé, a pris part ce jour à la 59e session ordinaire de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO. À Accra, le président Faure Sozimna Gnassingbé et ses pairs ont abordé les questions sécuritaires, la crise sanitaire liée au coronavirus et la relance économique de la sous-région. Il a été également question des réformes pour imprimer l'efficacité à l'institution communautaire. C'est tôt ce matin que le président Faure Sozimna Gnassingbé est arrivé dans la capitale ghanéenne. Et nous reviendrons bien évidemment sur ce sujet dans nos prochaines éditions. Le ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires communique. Dans le contexte de l'état d'urgence sanitaire toujours en vigueur dans le cadre de la lutte contre la pandémie à la COVID-19, la célébration de la journée des martyrs le 21 juin se déroulera cette année comme suit. Lomé, 7h30, dépôt de gerbes à la place des martyrs par son Excellence Monsieur le Président de la République ou son représentant. Ne sont invités à cette cérémonie que les personnalités suivantes. Les présidents des institutions de la République, les membres du gouvernement, les membres du bureau de l'Assemblée nationale, le général de brigade, chef d'état-major général des forces armées togolaises, les chefs d'état-major des armées. Notez bien, la mise en place doit être terminée à 7h15. Dans les chefs-lieux de région, 7h30. Dépôt de gerbes uniquement dans les préfectures, chefs-lieux de région par les préfets. Notez bien, toutes ces célébrations doivent se faire dans le strict respect des mesures barrières contre le coronavirus. Et c'est signé le ministre d'État, Payadoua Boupessi. À Accra, les cotonculteurs ont tenu une réunion de concertation. Ils ont échangé sur les activités de la campagne agricole écoulée et pris des dispositions pour que la nouvelle campagne 2021-2022 soit un succès. Nestor Bouzou. L'or blanc a connu une situation difficile au cours de la campagne 2020-2021. La production a baissé de près de la moitié par rapport à la saison antérieure. Et pourtant, le coton est classé parmi les cultures stratégiques du pays. Il est la première culture de rente et il représente le 4e produit d'exportation après le clinker, le ciment et les phosphates. En se réunissant pour leur assemblée générale, les délégués de l'Union régionale des cotonculteurs de l'Accra ont conscience de cette situation et de l'échec de la saison écoulée. Ils ont procédé au bilan pour entrevoir la campagne qui s'ouvre pour être à la hauteur des attentes, d'autant plus que le gouvernement a pris des mesures pour relancer la filière avec l'arrivée du groupe Olam, opérateur qui dirige désormais la NSCT, nouvelle société cotonnière du Togo. Il est de bon temps qu'après un exercice d'une campagne, qu'on se retrouve pour faire le bilan de ce qui a marché, ce qui n'a pas marché et quelles sont les perspectives d'avenir. Pour la campagne écoulée 2020-2021,
nous avons eu 29 556 hectares emblavés pour un rendement de 17 713 tonnes. Ça fait 641 kilos à l'hectare. Cela a été lié par la mauvaise pluviométrie. Pour cette campagne-là, on s'est fixé des rendez-vous, soi-disant, pour une superficie de 41 800 hectares et avoir un rendement de 42 000 tonnes. Actuellement, toutes les conditions sont réunies. C'est-à-dire nous avons les intrants, c'est-à-dire les engrais sont déjà mis en place, les semences sont déjà mises en place. Le préfet de la Kosa, Hemo Madiba Oubakali, à l'ouverture des travaux de cette assemblée générale, a appelé les cotonculteurs à se serrer les coudes pour permettre à la filière de redorer son blason et propulser l'économie nationale. Dans la région centrale, l'Agence nationale d'appui au développement à la base, ANADEB, organise et suit les coopératives d'épargne dans le contexte du projet de soutien aux activités économiques de groupement connu sous le nom de 3 clés. 4 coopératives sont en fin de cycle. Une rencontre s'est tenue avec ANADEB pour ensemble évaluer leur épargne. Désiré Aloué. Des femmes membres du groupement d'épargne et de crédit de l'Erama de Coma 2, 25 adresses de développement à la base, soucieuses de leur émergence. En 52 semaines, elles ont épargné chacune par semaine 1500 francs, ce qui leur revient à 1 752 400 francs. Une épargne confirmée par la comptabilisation des tampons de chaque carnet témoin d'épargne. C'est la tontine communément appelée 3 clés. Cette année, on a cotisé 300. On a eu 1 751 450. Notre argent là, on a pris un peu pour notre cadeau. Et ce qui reste, on voulait amener ça à la banque. On veut qu'on nous aide aussi à la banque. Parce que nous voulons payer les moulins, tout ce qui nous manque. Vous voyez qu'avant, ce n'était pas comme ça. Maintenant, nous sommes bien. Nous sommes heureux dans nos foyers, tout. Même l'habillement aussi, on est bien. L'ANADEB a ouvert nos yeux. Satisfaction aussi ressentie au niveau des membres du groupement Fezre. Avec ce système 3 clés, mon commerce de soja là, ça a augmenté. Nous avons cotisé 1 400 000. On veut prendre ça pour acheter le soja là. L'autre projet là, on veut un jour, on va avoir un magasin de soja. ANADEB, par rapport au projet de soutien aux activités économiques des groupements PESAEG, contribue à améliorer la vie des coopératives. Pour cette semaine, seuls nous avons eu à organiser 4 rencontres de partage pour 4 groupements. Ces 4 groupements ont réussi à mobiliser au total une somme de 7 900 000 francs CFA. Vous voyez que c'est énorme pour des femmes qui entreprennent. ANADEB est aux côtés de ces femmes pour les accompagner à mieux gérer ces fonds afin de sortir définitivement de la précarité. Une préoccupation très chère au gouvernement togolais. L'Agence nationale d'appui au développement à la base ANADEB dans la région centrale a enregistré 34 coopératives économiques regroupant 826 membres, dont 671 femmes. En 3 ans d'épargne, elles ont mobilisé 204 millions, soit 68 millions par cycle de 52 semaines. La fiscalité locale, un thème qui a fait l'objet d'une séance de travail entre l'OTR, l'Office togolais des recettes, et les élus locaux à Sokodé. Une rencontre pour sensibiliser les représentants des collectivités locales sur les stratégies de mobilisation des ressources pour le fonctionnement de l'État. Désiré Aloué. Les communes sont des collectivités territoriales, des entités qui doivent fonctionner et la mobilisation des recettes, une nécessité. Les contribuables sont des acteurs clés dans la mobilisation de ces ressources. Des stratégies s'imposent pour conduire le recouvrement de ces recettes destinées au fonctionnement de l'État. L'ETR, l'Office togolais des recettes, partage à Sokodé avec les élus locaux ses expériences dans la mobilisation de ces ressources, impôts et taxes. Nous avons formé sur les stratégies de mobilisation des recettes. Ils ont besoin des ressources. On les a élus pour des objectifs. Il faut qu'ils atteignent ces objectifs. Nous leur avons parlé aussi de cette différence. Les impôts sont différents de la taxe municipale. La taxe municipale, c'est l'occupation de la place qui fait payer.
Si tu n'es pas dans le marché, le jour de marché, tu ne paieras pas la taxe. Mais les impôts, que tu sois là ou pas, tu paieras. Et l'impôt est annuel, alors que la taxe communautaire n'est pas annuelle. Donc on leur a parlé de toutes ces différences-là afin qu'ils puissent nous aider à amener les contribuables au civisme fiscal. Il est question en somme de partager l'expertise de l'OTR avec les élus locaux, la fiscalité locale, thème de la formation, débat autour pour cerner le contour de recouvrement des impôts et taxes. Aujourd'hui, nous avons compris que nous pouvons délibérer et donner à l'OTR de pouvoir recouvrer pour nous dans notre compte. On ne le savait pas. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'outils qu'ils ont donnés qui vont nous permettre d'améliorer nos recouvrements. Et ce renforcement de capacité nous permettra maintenant de savoir quelles sont les taxes que nous allons percevoir au niveau de la commune. Et ceci nous permettra aussi d'éviter les doublons, les taxes que nous prenons en désordre, que ce soit vraiment des taxes qui sont vraiment autorisées par l'OTR. Ça nous permettra aussi d'avoir les moyens, les fonds, j'appelle moyens par les fonds, pour nous permettre de travailler. Supposons ils nous ont parlé des taxes d'habitation qui nous reviennent à 100%. C'est une dynamique imprimée par l'OTR pour soutenir les communes dans la mobilisation des recettes. Les élus locaux doivent alors jouer leur partition pour une administration fiscale de qualité au Togo. Dans le prolongement de la journée de l'enfant africain, l'Association des enfants et jeunes du Togo pour le droit de l'enfant et Plan Togo ont organisé une rencontre. Il est question d'impliquer ces derniers dans la promotion de leurs droits au Togo. De nouveaux membres du Conseil consultatif national des enfants ont été installés par la même occasion. Magloire Akwe, Sandra Aziabe. Voici le nouveau bureau du Conseil consultatif national des enfants du Togo. 9 membres sélectionnés sur l'ensemble du territoire et engagés à promouvoir aux côtés de l'État et des partenaires un monde meilleur en faveur des enfants. Il y a une grande responsabilité qui m'attend. Si nous restons au niveau des enfants handicapés, en plus des problèmes qu'ils ont dans leur scolarisation. Donc cela est un défi que nous prenons sur nous de relever. Et aussi la scolarisation des enfants. Ce sont des points que le Conseil a relevés et des solutions sont déjà en train d'être prises pour éradiquer ces problèmes auxquels les enfants font face. Ce Conseil consultatif des enfants est une recommandation des Nations Unies qui invite les États à impliquer davantage les enfants eux-mêmes dans la lutte pour la promotion de leurs droits, aussi bien sur le plan préfectoral, régional que national. Au niveau du Togo, les enfants peuvent contribuer, participer, donner leur perspective dans le développement de leur localité, lancer l'alerte lorsqu'il y a des violations des droits de l'enfant et faire l'apprentissage non seulement du leadership, mais de la citoyenneté. La mise en place de ce comité national intervient dans le contexte de la journée de l'enfant africain. L'occasion pour le gouvernement de réitérer son engagement politique dans la mise en œuvre de la Charte africaine des enfants. En termes de réalisation, le Togo dispose, après 30 ans de mise en œuvre de la Charte, d'un système de protection de l'enfant avéré avec un cadre juridique, judiciaire, programmatique et opérationnel renforcé. Chers enfants, vous êtes confortés dans votre mission de la promotion et de la protection des droits de vos pairs. Vous avez le soutien du gouvernement. Tous les acteurs ont été appelés à soutenir ce conseil à tous les niveaux. Le mandat du CCNE est de 2 ans, période au cours de laquelle ces jeunes membres prendront part à de grandes instances de décision. Les liens de coopération entre la France et le Togo sont au beau fixe. La parfaite illustration est le programme de volontariat. La chef du gouvernement, Victoire Tombega Adobé, s'est entretenue justement à ce propos avec le nouveau délégué général de France Volontaire, Komu Poyode. Volontariat comme solution intermédiaire aux problèmes de chômage dans le monde et au Togo et son rôle dans le développement. La question était au cœur des échanges à la primature. Le Premier ministre, Mme Victoire Tombega Adobé, a discuté avec le nouveau délégué général de France Volontaire, Yann Delaunay, sur la synergie à mettre en place pour le développement du volontariat international.
Le volontariat international, c'est un outil d'une grande richesse qui peut venir en appui de projets très différents. Ça peut être de très jeunes gens avec peu de qualifications qui vont venir pour quelques semaines pour comprendre une culture, pour participer à des projets très concrets. Ça peut être des jeunes plus qualifiés qui viennent dans des projets de plus long terme, de 2 ans, 3 ans, co-construits avec des acteurs togolais. Ça peut être des seniors, des retraités qui viennent aussi pour participer à des projets avec leur expérience, avec leur expertise et qui peuvent venir compléter l'expertise togolaise. Le Togo est une formidable opportunité pour développer encore le volontariat. Au Togo, je sais, et l'Agence nationale l'a mis en place de manière remarquable, à quel point les volontaires ont contribué à la réponse à la situation pandémique. Et c'est la même chose pour les volontaires internationaux envoyés par France Volontaire et les membres de France Volontaire qui ont aussi adapté leur dispositif, adapté leur mission pour contribuer aux politiques nationales pour lutter contre cette pandémie. Le nouveau délégué général de France Volontaire fait ainsi sa première sortie au plan international. Cette visite a permis à ce dernier d'être éclairé par le Premier ministre, Mme Victoire Tomega-Dogbe, sur la feuille de route gouvernementale. Je vous le disais en titre, c'est la journée internationale de lutte contre la drépanocytose. Il s'agit de la maladie génétique la plus répandue dans le monde. Pourtant, elle reste encore largement méconnue du grand public. Au Togo, cette journée a été marquée par une conférence de presse des acteurs impliqués. Sandra Ziabé. Centre national de recherche et de soins aux drépanocytaires. Ici, 330 malades drépanocytaires en moyenne sont accueillis par mois. Certains pour des conseils, d'autres pour des soins rapides ou des hospitalisations si nécessaire. C'est l'établissement de référence en matière de soins aux drépanocytaires dans le pays pour mieux contrer cette maladie qui est un problème de santé publique dans notre pays. C'est une maladie qui a des impacts économiques, des impacts professionnels. Le centre s'est donné pour ambition d'aider les drépanocytaires à mieux vivre avec la maladie et à éviter les complications, mais aussi à lever le voile sur un mal qui continue d'installer la douleur dans des familles. La Journée mondiale de lutte contre la drépanocytose offre une belle opportunité. Les activités tournent autour de la prévention, c'est-à-dire de la sensibilisation. Nous allons faire une activité de dépistage. Dans ce centre, c'est un dépistage gratuit. Donc, nous avons invité les jeunes à venir se faire dépister et derrière, nous allons les expliquer leurs résultats et également comment faire pour éviter la drépanocytose à leurs enfants. Le centre prend en charge 3200 drépanocytaires. À ce nombre s'ajoutent de nouveaux cas au quotidien. Un message est lancé aux jeunes de connaître leur statut hémoglobinique avant tout engagement matrimonial. Pour cause, au moins 16% de la population est porteur d'un gène S ou C de la drépanocytose. Cap sur la préfecture de Vaud, où les cadres du parti politique Unir, Union pour la République, ont inauguré la pédiatrie de la localité. Un ouf de soulagement pour cette population. Dans la foulée, ils ont assisté au financement de 48 groupements agricoles à hauteur de 25 millions de francs CFA du FNFI Agricef. Des actions qui s'inscrivent dans la politique de ce parti d'œuvrer pour le développement des communautés à la base. Ramdan Bassina. Investir dans l'humain, lutter contre la mortalité infantile, ce sont là des défis au cœur des actions du parti Union pour la République Unir. Cette nouvelle pédiatrie bien équipée est à mettre à l'actif des cadres Unir de Vaud et s'inscrit dans le contexte du programme d'appui aux populations vulnérables PAPV. Un ouf de soulagement pour les responsables du CHP de Vaughan. Ce qui va changer, c'est la prise en charge des enfants de la naissance jusqu'à 15 ans. Ils auront une meilleure condition d'hospitalisation, oui, avec le cadre qui s'agrandit. Également, les conditions de travail du personnel également qui vont s'améliorer. On a plus d'espace, nous avons plus de matériel pour faire une prise en charge de pointe pour les enfants, notamment avec la réanimation que nous allons mettre en place pour les prématurés. La capacité d'accueil de la pédiatrie s'est accrue. Coût total, 65 millions de francs CFA. Les cadres du parti Unir de Vaud s'inscrivent dans la dynamique des actions de développement à la base définies dans la vision stratégique du parti Unir.
Le développement a une place de choix. C'est la vision du président de la République. Et cette vision dans la préfecture, surtout pour les cadres unis de la préfecture, est portée par Mme Dogbé. La population de la préfecture de Vaud, en l'occurrence les femmes, ont vraiment de difficultés pour les soins des enfants, pour les soins des nouveau-nés, pour l'accouchement. Donc ce projet qui a été initié par les cadres unis de la préfecture, soutenu par le président de la République à travers Mme Dogbé, vient à point nommé. Et dans le canton d'Akoumapé, ce sont près de 300 personnes réparties en 48 groupements qui viennent de bénéficier de 25 millions de francs CFA du produit Agricef du FNFI pour mener à bien leurs activités agricoles. Cette sortie des responsables unis de Vaud a été l'occasion d'honorer une promesse faite aux populations d'Apeyémé dans le canton de Sévagan. Une latrine publique construite. Il s'agit là d'une des nombreuses actions à mener au bénéfice des populations à la base. À ce jour, samedi 19 juin 2021, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 13 715, 14 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 13 353, 15 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 235 et le nombre de décès est de 127. Et c'est signé le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'Accès universel aux soins, professeur Moustapha Mijiawa. On va s'intéresser à présent au suicide, un phénomène complexe qui résulte de l'interaction de nombreux facteurs dont la précarité des conditions de vie. Et beaucoup de Togolais choisissent de mettre fin à leur jour plutôt que d'affronter les difficultés de la vie. Face à cette situation, l'association des psychologues cliniciens et de la santé hospitalière du Togo s'engage dans une prévention. Antoinette Omao, Vauvor. Macabre scène d'une mère pendue à côté de son jeune enfant. Un jeune homme qui se donne la mort après avoir ôté la vie de sa conjointe. Un père s'immolant au feu dans sa chambre avec ses enfants. Une récurrence des cas de suicide ces dernières semaines qui ne laisse pas indifférent. Quelqu'un ne se lève pas tout à l'heure là et allait se suicider. Ça veut dire que depuis 2 semaines, 1 mois, 2 mois, il y a quand même des faits et gestes qu'il pose qui pouvaient alerter qu'il va se suicider. Seulement, comme l'entourage n'est pas spécialiste du domaine, il n'arrive pas à le savoir. Par exemple, ce sont des gens qui peuvent s'isoler, ce sont des gens qui, dans leurs propos, disent qu'ils n'ont plus envie de vivre, qui disent qu'ils vont peut-être voyager, aller très loin, là où personne ne peut les revoir, qui disent peut-être qu'ils veulent rejoindre un parent. Or, ce parent est déjà décédé, mais il ne dit pas qu'il va mourir. Souvent, ce sont des personnes qui traversent des situations difficiles dans la vie. Et ces situations difficiles les conduisent vers un trouble mental qu'on appelle la dépression. Il n'y a pas de semaine où moi je ne rencontre pas au cours de mes consultations psychologiques une personne qui me dit « je suis dégoûté de la vie, j'ai envie de mourir ». Ça, c'est tous les jours. Il n'y a pas sur 10 cas de consultation, vous avez 3 à 4 cas qui vont vous dire ça. Donc ça, c'est déjà des idées suicidaires et chez nous, c'est une urgence. Le Togo occupe le 8e rang des pays africains où l'on se suicide le plus. Les chiffres du ministère de la Sécurité et de la Protection civile révèlent 60 faits de suicide recensés en 2020. Des Togolais se comptent donc parmi les 800 000 personnes se suicidant dans le monde chaque année sur la base de 1 mort toutes les 40 secondes. Chez les jeunes, nous avons ce qu'on appelle le raptus suicidaire. Donc il est là, apparemment il n'y avait rien, mais brutalement pour une incompréhension avec les parents, peut à l'heure courir, aller sauter de l'étage. Ça, ce n'était pas prévu. Et chez les jeunes, on rencontre ça, on parle de raptus suicidaire. Et nous, les spécialistes de la santé mentale, il faut qu'on se regroupe pour pouvoir réfléchir sur les stratégies à mettre en place, les actions à mettre en place et les moyens aussi pour pouvoir prévenir ces cas de suicide. Parce qu'on peut prévenir ça. Un numéro national d'urgence ou un centre pour fournir un support émotionnel
plus d'écoute et moins de jugement dans l'entourage. Autant de pistes qui sont explorées pour agir en amont sur ce sournois fléau. Encore des individus dans le collimateur de la justice togolaise. 4 présumés malfaiteurs ont été interpellés au cours de ce mois de juin par la police nationale. Des arrestations intervenues dans le contexte de la lutte contre la criminalité. Carmen Madje Akapo. Ces individus relativement jeunes ont été présentés à la police avec un pistolet automatique de type Beretta, son chargeur garni de 9 cartouches et des munitions. Ils sont soupçonnés de braquage. Les faits se sont déroulés à Clémé, dans le canton de Sagbadou. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité, la police nationale a interpellé 4 malfaiteurs. Il s'agit des nommés Ankou Alex, Amédi Frédéric, Koliko Chopo Georges et Bito Bré et Soda. Les 3 premiers, tous des repris de justice, font partie d'un réseau de dangereux braqueurs très bien connus de nos services. En effet, dans la nuit du 11 mai 2021, aux environs de 23 h, le nommé Ankou Alex, en compagnie de 2 autres membres de son réseau, ont violemment agressé un citoyen et ont tenté de lui arracher sa moto au quartier Clémé. Grâce au courage de ce citoyen, l'un des malfaiteurs a pu être interpellé. Le 12 juin 2021, après de minutieuses investigations, la police nationale a réussi à appréhender le nommé Ankou Alex en compagnie de son complice Amédi Frédéric, qui l'hébergeait depuis sa sortie de prison. Ces 2 individus ont été interpellés alors qu'ils étaient en possession d'un pistolet automatique. Le cerveau du groupe, Alex Ankou, reconnaît les faits. Ma prison sans pas groupement de malfaiteurs. Quand j'avais été arrêté, c'était pour regroupement de malfaiteurs. Il y avait un des nôtres qui n'avait pas été arrêté. C'est son arme que je suis parti prendre pour aller voler. Un autre individu nommé Bré et Soda, conducteur de taxi-moto, a été, lui, appréhendé par la police dans la nuit du 14 juin dernier pour vol de moto. Il a été interpellé par une patrouille de la DCPJ alors qu'il était à dos d'une moto sans plaque. Interrogé, il a été incapable de justifier l'origine de la moto. Cependant, les investigations qui ont été menées par nos enquêteurs ont permis d'établir qu'il s'agit d'une moto qui avait déjà été immatriculée sous le numéro TG 4870 CT appartenant au nommé Dolak Benou Yao. Il reconnaît avoir effectivement volé la moto le 10 juin 2021 dans l'ancêtre de l'université de Lomé, plus précisément au campus Nord. Par ailleurs, une descente de police dans un entrepôt situé au quartier Yokwe le 17 juin dernier a permis de saisir 30 ballots contenant des produits pharmaceutiques contrefaits d'un poids de 2 tonnes 250 kg. La méduse, le nom ne vous dit peut-être pas grand-chose, surtout pour les jeunes aujourd'hui. Mais ces chaussures Bob Marley rappellent de bons vieux souvenirs à des générations. La méduse a 115 ans aujourd'hui, née au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Elle est tout simplement pratique sous la pluie, dans la boue ou encore sous le soleil. La méduse, toute une histoire, plein de souvenirs. Regardez. Pour ne pas glisser sur les rochers ni se brûler les pieds sur le sable chaud, il y a la célèbre sandale en plastique Méduse. Elle est pratique, arbore un petit côté intemporel et elle est française. Une dernière caractéristique que même certains aficionados ignoraient. Je pensais que c'était chinois, moi. Je ne savais pas du tout, je ne m'étais jamais posé la question en fait. Et je ne sais pas depuis quand ça existe d'ailleurs. La méduse est née juste après la Seconde Guerre mondiale, la même année que le bikini pour l'anecdote. 2021 marque les 75 ans de la sandale souple et transparente et c'est dans cette usine de Beaupréau en Mauges, petite ville française du Maine-et-Loire, que la méduse au bout arrondi, bride tressée et semelle à picot est confectionnée.
C'est un produit mythique surtout parce qu'il a été créé en 1946 par la Sarésienne. Après-guerre où on manquait de cuir, en fait, on a substitué le cuir par le PVC. Et on a tout injecté un produit en PVC qui est la sandale telle qu'on la connaît aujourd'hui en fait. Humo Beaupréau est le dernier injecteur PVC en France. L'entreprise vend quelques 500 000 paires de méduses par an, de toutes les tailles et toutes les couleurs, en France mais aussi à l'étranger, car la méduse s'exporte avec succès. C'est une sandale effectivement qui marche beaucoup en Asie. Historiquement, au Japon, c'était un de nos premiers marchés. Et là, on a une montée en puissance des pays comme la Corée du Sud et aussi la Chine. Allez, hop, c'est parti mon kiki, méduse. La méduse a marqué des générations d'enfants et pour ceux devenus grands, elle est bien plus qu'une sandale. Elle est une douce et colorée réminiscence des vacances d'été. C'est le souvenir, c'est le soleil, c'est les embruns, c'est la nostalgie peut-être aussi, on peut dire ça. Mais au fait, pourquoi méduse? Le nom méduse vient de la similarité entre la couleur de l'animal gélatineux et celle des premières sandales. Mais à travers le monde, la méduse est aussi appelée squelette, gluant, nouille, cri-cri, mica dans les Antilles ou encore léké en Côte d'Ivoire. Les lékés qui sont d'ailleurs les chaussures les plus vendues du pays. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. L'édition de nuit sera présentée par Abidé Nyassimbe. Je vous souhaite une très belle soirée, bon week-end et à très prochainement.